merci, monsieur Aspin. Je suis très heureuse d'être ici. C'est Peter Fatik qui m'a amené à cette conférence. Donc, merci de l'aimable présentation. Donc, moi, j'arrive en fait de tout ce microcosme des études européennes. Les chers Jean Monnet, donc en fait, tous ceux qui se sont occupés des institutions européennes pendant 3 décennies, dont on voit aujourd'hui qu'ils ne fonctionnent plus, parce que l'Union européenne est quand même déformée ou pervertie d'une certaine manière dans une technostructure. Donc la question qui m'intrigue, c'est comment cette Europe peut en fait se placer dans ce que vous avez décrit, la transition du monde Pax Americana dans un monde multipolaire. Quelle est la place de l'Europe là-dedans? Et donc, en fait, je vous ai préparé, on peut voir là, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc tout ce que vous avez dit, déjà, dans les mots, j'ai apporté quelques chiffres, je vais être très vite là-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de confronter, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit une formation BRICS avec ceux qui font maintenant candidates, qui en fait couvrent approximativement 50% de la population mondiale. Toutes les ressources cheap labor, donc en fait le travail pas cher, la plupart des ressources globales, une monnaie BRICS qui est en planification au moins, justement pour la stratégie de dédollarisation, l'idée d'un système de commerce propre qui coupera en fait le système commercial aujourd'hui où en fait le Nord prend les ressources du Sud pour peaufiner les produits et pour après les revendre. Donc, on pourrait bientôt se voir confronté à un système du Nord et du système Sud, où en fait le Nord n'aura plus les ressources et pourra plus vendre vers le Sud. Et donc l'idée d'une banque de développement propre. Donc tout ça, c'est les idées qui ont été déjà dans les tuyaux des pays BRICS et qui souverainement vont faire la compétition au monde Pax Americana, au monde de l'Ouest, disons de l'Ouest ou de l'OTAN ou de tout ce qu'on comprend sur les démocraties libérales. Voilà. Donc, si on veut juste faire des petites comparaisons, on n'a même pas besoin d'aller dans les détails, mais ici, vous voyez les G7 par rapport au BRICS. Donc, le BRICS, c'est le plus foncé et G7, c'est plus clair. Vous voyez très bien qu'en fait, le BRICS sont en train justement de transiter et d'être en dominance sur presque toutes les données économiques, que ce soit GDP, que ce soit l'intégration dans le système global de commerce, que ce soit surtout au niveau de la population. Donc on voit très bien que la transition est en train de, si vous voulez, d'étouffer l'Ouest ou l'Ouest libéral ou les pays de l'OTAN, G7, donc que le système de l'Ouest est en stress souverain, si on veut dire comme ça, et d'ailleurs, pour me permettre, mais la guerre en Ukraine, c'est en fait l'articulation d'une certaine manière de cette guerre, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de sauver l'Ukraine neutre et libérale, mais il s'agit justement d'un proxy-guerre pour justement, où se joue en fait une confrontation de l'Ouest contre l'Ouest, ou de l'OTAN contre la Russie avec la Chine. Donc c'est pour ça que ce qui se passe là-bas est très intéressant pour ce que nous sommes en train de discuter. Voilà. Donc là aussi, juste quelques petits chiffres ou des idées visuelles au niveau de la production de l'énergie ou alors aussi l'autarkie en train de nutrition, de nourriture. En fait, les pays BRICS sont en train d'émerger grandement. Vous voyez les parts en rouge foncé. Puisque, messieurs, vous parlez aussi de dédollarisation et de la chute du dollar ou de cette idée que justement le monde pourrait se dédollariser, on voit très bien que la courbe du dollar est en train de descendre. Encore qu'il faut dire que les Américains sont quand même très futés de stabiliser le système à leur gré. Vous avez certainement suivi comme moi qu'en août, il y avait une certaine régulation sur les marchés financiers américains, sur les stablecoins, et que les Américains ont introduit les stablecoins qui doivent être sauvés par la Fed. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont créé
grosso modo une ressource de liquidation sans fin, parce que si maintenant le Federal Reserve doit sauver les stablecoins, en fait ça fait le rajout d'une monnaie plus ou moins privée, parce que c'est la monnaie du GAFA complexe, donc des oligarchies digitales, qui maintenant ont une liquidité presque sans fin, ce qui dit aussi que les Américains seront, sur 10 ans, je pense, encore les seuls à survivre les crises, parce qu'ils ont justement une liquidité indéfinie. Voilà. Et donc là aussi, on voit très bien que au niveau des ressources, au niveau de, comment dire, où sont les milliards comment dire, cachés dans les marchés financiers, on voit très bien que le processus de dédollarisation est compliqué parce que justement et la Chine et tous les autres ont encore beaucoup de réserves en dollars, mais avec le changement du système SWIFT, parce qu'il paraît que le système que les BRICS ont inventé, qui fait les passages, enfin les transferts de monnaie en 2 secondes réelles par rapport à plusieurs, 1 ou 2 jours dans le système SWIFT, je pense qu'on va très bientôt voir un système, comment dire, une transition vraiment nette, où on pourra aussi dire que les pays BRICS ont fait, disons, un gain très important dans la transition. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? Moi, puisque je suis une femme, j'aime beaucoup la plus vieille carte de l'Europe, qui est de 1534, parce que, trouvée d'ailleurs en Autriche, parce que je trouve que cette carte nous parle, et mon intérêt d'étude, c'est comment l'Europe devrait être comportée dans ce monde de transition, hein, parce que c'est ça, en fait, comment dire, puisqu'on est européen, puisqu'on veut avoir une place dans le monde multipolaire, la question c'est quand même qu'est-ce que l'Europe va faire, voilà. Donc déjà cette carte, il est très important de réaliser 3, je trouve, phénomènes qui parleront encore aujourd'hui, hein, parce que déjà cette Europe pose ses pieds sur le continent d'Eurasie, donc sur la Russie. Hein. Elle regarde vers l'Orient, hein, donc, et puis elle ne tourne pas sa tête vers Washington, hein, juste pour avoir une trace symbolique de cette carte. Je trouve que c'est très important parce que si vous imaginez aujourd'hui la ligne OTAN à travers de cette carte, donc vous commencez avec la Suède, Finlande et vous allez en bas jusqu'en Turquie, en fait on coupera l'Europe en 2 en dessous du nombril. C'est ça aujourd'hui le monde réel, c'est l'Europe est coupée en 2 en dessous du nombril, l'Europe de cette carte. Hein. Et donc un torseau, si vous imaginez un torseau, ça tomberait dans l'eau, hein, dans l'Atlantique. Donc je pense que l'Europe est complètement déchirée. D'ailleurs, la guerre en Ukraine le montre très très clairement que l'Europe est complètement déchirée entre être encore complètement sous tutelle de cet ordre américain, l'OTAN, ordre libéral de l'Ouest et tout cela, coupé en 2 avec une partie de l'Europe qui en fait veut quand même se diriger vers l'Est, vers la Russie, ne pas perdre la Chine, aussi culturellement, et d'ailleurs ce que les Russes disent aussi, hein, Dimitri Trenin est très clair là-dessus, que la culture russe se considère partie d'une culture européenne, donc la déchirure en fait touche l'Europe, touche la Russie. Il y a bien des Russes qui ne veulent pas être poussés uniquement vers les BRICS, vers la Chine, parce qu'ils prétendent à juste titre que Bolchoï, Dostoïevski, tout ça, c'est quand même partie de la culture européenne. Donc ce que je veux dire, cette transition entre Pax Americana et pays BRICS émergentes se joue sur le continent européen et partage en 2 le continent tel que dessiné en 1534. Et c'est lamentable parce que si on dit encore une fois qu'il y a une ligne qui coupe l'Europe en 2, en gros ça veut dire que l'Europe est morte. En gros c'est ça, parce que nous, on ne sait pas où se placer, parce que au niveau de, comment dire, on est vraiment piégé, parce que la déindustrialisation, la dédollarisation, la dépendance de l'Europe de l'OTAN, la dépendance de l'Europe rien que du complexe GAFA, tous les serveurs, tout le système digital européen est aux États-Unis. Donc en fait, on a 3 énormes dépendances. C'est la dépendance sécurité OTAN, c'est la dépendance GAFA complexe et digital, monde digital, donc y compris le AI là maintenant qui va s'y rajouter. L'Union européenne a mobilisé 50 millions alors que les Américains ont mobilisé 500 milliards pour le programme AI.
Et le troisième, c'est le dollar. Donc GAFA, l'OTAN et dollar, c'est les trois grandes dépendances de l'Europe, du complexe monde libéral, monde OTAN, monde de l'Ouest, dit de l'Ouest. Donc en fait, l'Europe est complètement piégée à ne pas se libéraliser ou libérer de ce complexe ou pas trouver les ressources. D'ailleurs, je parle en France, je suis à Paris, je ne suis pas une grande fan de Macron, mais il faut quand même se souvenir que quand Macron a commencé en 2016, le mot de l'émancipation européenne et souveraineté européenne était quand même son début. Il a échoué là-dessus. Je ne suis pas en train d'idéaliser Macron, mais ce ton de dire l'Europe a besoin d'émancipation, je trouvais ça au moins un peu futé. Voilà, donc je trouve que l'Europe aujourd'hui a à traiter avec deux questions, Shaping Europe Beyond the EU, Shaping Europe for Multipolar World, et en gros la Commission européenne, moi je reviens de Bruxelles, en gros la semaine dernière, et que l'Union européenne échoue colossalement sur ces deux questions, parce que rien que de parler sur les BRICS ou une coopération avec les BRICS, en gros c'est tabouisé à Bruxelles. À Bruxelles, BRICS n'a pas lieu. Hein. Et en soi, je trouve que c'est une catastrophe et c'est même une dissonance cognitive pour un continent qui prétend quand même être le continent de l'enlightenment et de l'humanisme et tout. Voilà. Donc je trouve, là, le petit taureau avec la femme debout, c'est notre logo du European Democracy Lab, parce que nous, on pense depuis une dizaine d'années sur ces deux questions, et c'est vrai que je trouve la question est sur la table, si oui ou non, l'Europe, enfin une autre Europe, pas l'Union européenne, pourrait se décider, en fait, de quitter l'OTAN et d'une certaine manière, faire partie de la transition, c'est-à-dire d'être un membre actif de la transition d'une Pax Americana à une formation des BRICS et inclure le but d'émancipation européenne dans la transition, c'est-à-dire que l'Europe s'imaginerait un peu comme une Suisse grande, l'Europe s'imaginerait neutre, et l'Europe s'imaginerait en tant que force qui, dans un monde multipolaire, avec des grandes forces comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, voilà, l'Europe pourrait attribuer ou amener à ce monde multipolaire sa capacité de diplomatie, parce que nous, c'est quand même le pays le pays de Westphalie de 1648, qui en fait était le modèle de l'ONU. Donc l'Europe a aussi une expérience à travers de son histoire avec beaucoup de guerres, qu'il faut toujours un équilibre des pouvoirs. Donc je trouve, si j'imagine l'Europe dans un monde multipolaire, dans la deuxième moitié du XXIe siècle, j'imagine, moi, une Europe neutre qui a dépassé institutionnellement l'Union européenne et qui s'offre comme place pour la diplomatie et comme une place de résonance pour forger un équilibre des grandes puissances, parce que justement les autres éléments du monde multipolaire sont en fait des empires, la Chine, l'Iran et tout, alors que l'Europe par définition est postcoloniale. Parce que nous, l'histoire européenne, par définition, est une histoire où jamais on a laissé un empire grandir, parce qu'à chaque fois, ça donne une guerre. Donc en fait, l'Europe a la capacité d'équilibrer peut-être le monde multipolaire, parce qu'elle est par définition postcoloniale. Voilà. Donc ceci supposerait... Oh, je vais passer là très vite là-dessus, parce que vous avez posé la question pourquoi l'Europe doit devenir une république. Et ben, c'était ma petite fantaisie dans un livre il y a 10 ans, parce que le système actuel de l'Union européenne est sous-grenu. Enfin, c'est une technocratie. Moi, j'ai travaillé pour Jacques Delors, d'ailleurs, en passant. On avait quand même des ambitions d'un système politique qui fonctionne, un système politique qui soit démocratique. Nul n'a vu le jour, mais il est clair qu'un système qui se veut démocratique doit résoudre ou se baser sur le principe d'égalité de ses citoyens. Et ça n'est pas le cas. On ne vote pas de la même manière dans le système européen, on n'a pas les mêmes circonscriptions, on n'a pas les mêmes droits sociaux. Et donc, en fait, l'Union européenne, par définition,
dite sui generis n'est pas un système démocratique. Donc si on voudrait faire un système démocratique, il faudrait constituer l'Europe comme une république, parce que normalement quand on constitue un système, c'est quand même la République de l'Iran, on constitue un système politique avec deux chambres comme république, avec justement une mode de fonctionnement où les citoyens sont droits devant le droit, et donc du coup on aura un système de deux chambres où les États membres de l'Union européenne passeront dans une deuxième chambre pour être dans une espèce de Sénat, mais on aurait une assemblée qui sera basée justement comme une assemblée nationale européenne ou républicaine européenne sur une droit de vote égale pour tous les citoyens. Je sais que c'est une fantaisie, mais puisque tout système qui ne fonctionne pas va échouer à un moment donné, l'Union européenne, je crois, va échouer dans un moment donné. Je pense aussi que ce moment donné, c'est pas très lointain dans l'avenir, mais c'est plutôt très proche, donc on verra. Et donc peut-être l'idée utopiste verront encore le jour plutôt qu'on croit. Je vous remercie de votre